Bonjour Raphaël et bienvenue parmi nous. Merci de vous connecter à distance pour répondre à quelques-unes de nos questions sur l'influence. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à l'école de guerre économique. À nos côtés, donc en présentiel, nous avons le plaisir d'avoir Mélissa Levin, donc vous êtes vice-présidente social media et influence du groupe Accor. Merci d'être avec nous Mélissa. Et puis nous avons également le plaisir d'avoir Antoine Violet-Surcouf. Merci Antoine d'être à nos côtés. Vous êtes directeur général de Avisa Partners. Alors on va revenir sur l'ensemble des points que l'on a entendus ce matin avec l'intervention du général, du colonel, et puis des points que nous avons un petit peu abordés aussi, puisqu'on a eu le plaisir d'échanger un petit peu avant, pour comprendre comment vous voyez, vous, les contours de cette influence numérique, comment vous la conduisez, comment vous la guidez, puisque vous avez des scopes aussi d'intervention qui sont différents. On y reviendra aussi avec Raphaël, d'un point de vue militaire. Donc la question s'adresse peut-être un petit peu à vous trois, selon vos niveaux de responsabilité, vos cadres d'action et d'activité, le monde civil ou le monde militaire. Finalement, dans vos écosystèmes, quand on parle d'influence et d'influence numérique, on parle de quoi concrètement? Peut-être Antoine. Merci Mélanie. La définition qu'on a, nous, chez Avisa de l'influence, est assez simple finalement. C'est loin de l'influenza latine qui était un fluide céleste qui influençait les destinées du monde. On est très concret, c'est vraiment toute action qui est engagée, qui permet d'avoir un comportement sur une audience, voilà, un comportement désiré. Ça veut bien dire on distingue bien l'influence de l'information. C'est-à-dire que typiquement, quand vous cherchez à vendre vous avez une publicité pour un produit, vous ne cherchez pas juste à informer que votre produit est bon, vous cherchez à ce que la personne l'achète. Quand vous cherchez à promouvoir un candidat à une élection, vous ne cherchez pas juste à dire tiens, il a un programme qui est intéressant, vous êtes dans une logique plutôt de faire en sorte que vous votiez pour ce candidat. On est vraiment on voit bien que l'influence aujourd'hui est dans toutes les interactions sociales, ou la plupart en tout cas, chez vous, à l'entreprise, dans les institutions, il s'agit avant tout de convaincre et de persuader. Alors si on veut être un peu précis, convaincre c'est vraiment par la raison, persuader c'est plutôt par les émotions. J'ai bien noté l'importance dans ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance de contrer l'information, et on réalise bien qu'on ne peut pas toujours la contrer par la raison. Il y a beaucoup d'émotions, et sur les opérations de déstabilisation, qu'elles soient d'ordre privé, notamment je pense aux mouvements radicaux ou activistes qui cherchent à déstabiliser les entreprises ou à leur nuire, ou dans le monde plutôt militaire, eh bien on a un mix de tout ça où la raison et les faits sont, on va dire, mineurs. Par contre, l'émotion est forte, une image, une projection, et ensuite on peut déclencher ensuite les mouvements de foule. Voilà un petit peu l'influence. Mélissa, peut-être votre vision à vous au sein d'Accor. On parle à l'instant à la fois de raison et d'émotion. On imagine que pour vous, c'est susciter des émotions et l'envie finalement de découvrir l'expérience Accor que vous proposez. Donc c'est peut-être plus cette approche-là qui guide votre quotidien? Alors il y a cette approche, mais il y en a une autre. Il y a aussi dans le scope de notre métier aussi la gestion de la e-réputation du groupe. Donc je me suis retrouvée dans tout ce qui a été évoqué précédemment sur la nécessité d'avoir des outils de monitoring pour veiller et pour regarder, observer, alors sur un scope de réseaux sociaux aussi assez varié, parce que le groupe est présent dans 110 pays. Donc d'avoir des outils qui nous permettent d'observer et d'écouter ce qui se dit sur le groupe et les 40 marques qui sont hébergées au sein du groupe. Donc ça, c'est important. Ça nous aide évidemment aussi à prendre des décisions lorsqu'il y a un sujet de gestion de crise. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas répondre? Ça, c'est un vrai sujet auquel on est également confronté au quotidien. Et puis, il y a effectivement une partie un petit peu plus amusante, mais qu'il faut quand même traiter avec un sens de la méthode et beaucoup de déontologie, effectivement, aller jusqu'au marché, jusqu'au client final pour lui faire découvrir et lui faire vivre, d'une certaine manière, des expériences par le relais d'influenceurs. Donc il y a vraiment ces deux aspects qui cohabitent et qui nécessitent autant de méthodes et de responsabilités.
Donc une influence offensive et défensive aussi dans le monde civil quelque part que vous portez. Peut-être Raphaël, si vous nous entendez toujours et que vous avez un petit peu entendu les points évoqués par Antoine et Mélissa, comment est-ce que vous la définiriez, vous, cette influence numérique? Alors, je parlerai d'influence sous un angle peut-être plus militaire par des formations professionnelles. L'influence, à mon avis, est avant tout un effet. Et c'est quoi? C'est l'effet d'une action couverte qui vise à prendre l'ascendant sur des individus ou sur un groupe pour les amener à agir dans le sens voulu. Je pense qu'elle s'intègre parfaitement à ce que le général Bucard a défini comme la nouvelle trilogie définissant les relations internationales, donc compétition, contestation, affrontement. Et pour rester dans une approche militaire, le premier degré de l'influence, c'est le niveau tactique. Le niveau tactique qu'on retrouve dans un contexte d'affrontement, et ce sera l'influence la plus simple. Un exemple amusant, pendant la Seconde Guerre mondiale, un Britannique, Ord Wingate, a convaincu plusieurs milliers d'Italiens de se rendre à lui, alors qu'il n'avait que quelques centaines de combattants britanniques et quelques combattants abyssiniens, éthiopiens. Il leur a dit que s'ils se rendaient tout de suite, ils garantissaient leur sécurité, le respect des conventions de Genève, mais qu'ils devaient partir d'ici 24 heures et que sinon ils risquaient d'avoir à se rendre aux combattants éthiopiens qui avaient la fâcheuse coutume de castrer leurs prisonniers. Inutile de dire que les Italiens sont rendus. Donc là, dans une influence basique, niveau tactique, ponctuel. Un deuxième niveau d'influence est le niveau opératif. Puis va désigner des actions déjà plus élaborées, des actions en profondeur, des actions successives, et qui en fait sont particulièrement utiles de nos jours, puisque ce sont elles qui vont permettre de vaincre sans tuer, de remporter la victoire sans combat direct. Un autre exemple, c'est pendant la première guerre du Golfe, les Irakiens étaient persuadés que les Américains, utilisant leurs forces navales, allaient débarquer sur leurs côtes. Les Américains ont utilisé cette croyance initiale des Irakiens en préparant tout pour un débarquement amphibie et finalement en attaquant par la terre. Un troisième niveau stratégique d'influence qui, à mon avis, est le plus intéressant, qui touche vraiment au cœur de ce qu'est l'influence, c'est l'influence stratégique qui, elle, consiste à modeler l'environnement et également les conditions, les croyances même de la cible pour qu'elle adopte le comportement attendu. Ce niveau permet de prendre en compte ce qui est la définition même de l'influence, c'est-à-dire une action continue pour prendre l'ascendant. Ce modèle d'influence stratégique s'apparente clairement à une forme d'ingénierie cognitive, voire d'ingénierie sociale. Et si on en veut un exemple concret, ce serait ce qu'ont pu faire les Américains en Europe après 1945. Et un exemple positif, c'est par exemple la dénazification. On pourra en revenir dessus par la suite, qui a consisté à une véritable opération d'influence, à une reprogrammation des fondamentaux culturels des Allemands pour essayer de les amener et parvenir même à d'autres réactions et même d'autres schémas cognitifs. Merci beaucoup Raphaël. Alors effectivement, on retient bien de vos trois interventions que finalement, influencer, c'est faire changer ou faire évoluer un comportement, agir sur un comportement, que ce soit par l'environnement, que ce soit par la raison ou les sentiments. Et Antoine, on voit bien, Mélanie l'a dit, finalement la notion, le concept d'influence est souvent noyé dans une multitude d'autres termes qui lui ressemblent mais ne sont pas complètement de l'influence. On parle, tu l'as dit Mélanie, de lobbying, de marketing d'influence, de communication corporate. Comment on fait le tri, comment on démystifie aussi, et puis comment on rassure? Alors, je ne fais pas la sémantique, c'est assez simple. Je dirais que l'influence est une sorte de concept ombrelle qui regroupe toutes les actions qui visent à avoir une action sur un autre, donc avoir un changement de comportement, un EFR, un effet final recherché, etc. Ensuite, démystifier, je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Typiquement, le mécénat ou les RP, donc relations presse, relations publiques, n'ont pas besoin d'être démystifiés. Il n'y a pas tellement on ne critique pas forcément ces métiers. Le lobbying a eu mauvaise presse, comme l'influence d'ailleurs, parce que c'était teinté d'affaires, de corruption, de pots de vin. Et donc la profession a traîné une mauvaise image pendant un certain nombre d'années.
années. D'ailleurs, ils ont voulu changer le terme en affaires publiques, ce qui, pour les puristes, ne veut pas dire la même chose que lobbying, mais finalement, c'est un peu la même chose. Et finalement, l'influence, on retrouvait trafic d'influence, manipulation, propagande. En fait, depuis, on pourra en parler un peu plus tard, mais l'influencement, ce sont des outils et des méthodes qui sont utilisés. Donc finalement, c'est pas tellement en tant que tel, ce ne sont pas bien ou pas bien. C'est vraiment comment il faut être utilisé. Et il ne faut pas oublier que des ONG, des associations qui ne sont par nature, ont plutôt une bonne image de défendre le bien public, font du lobbying, font de la communication, sont à Bruxelles, ont parfois plus d'équipes que d'entreprises, et finalement, ce qu'ils font, les rapports qu'ils rendent ou la communication qu'ils rendent, ne fait pas l'objet d'autant d'attaques que peuvent le faire d'entreprises privées, parce que le porteur est crédible et du coup le fameux ethos et donc du coup on ne se pose pas ces questions. Or en fait c'est pas forcément le porteur d'une action qui doit juger de finalement si l'influence est bonne ou pas. Ça va être le message qui est porté, éventuellement la cause qui est défendue et surtout comment c'est fait. La légalité c'est d'un côté, l'éthique de l'autre. Donc finalement c'est vraiment voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, il y a bien plein de termes. Elles ont un ordre, elles ont une structure, mais il ne faut pas oublier non plus que, notamment les Américains, les militaires américains ont plein de termes aussi, Information Operation, PSYOPs et autres. Et en fait, entre eux, ils ne sont même pas d'accord sur lequel chapeaute lequel. À la fin des fins, je ne sais pas si c'est si important que ça de trouver une réponse à ça. Alors, on parle d'influence numérique ce matin. On comprend bien que c'est un nouveau modèle en fait qui vient s'intégrer dans l'influence plus globale qui sont portées évidemment par les institutions ou par les administrations et les entreprises. Comment s'insère aujourd'hui ce monde numérique? Est-ce que ça bouscule les codes? Est-ce qu'on manque encore de cadres? Est-ce que ça prend, évidemment, on l'imagine, de plus en plus d'ampleur, mais est-ce qu'on a une idée aujourd'hui? Est-ce que l'influence numérique va prendre le pas sur l'ensemble de l'influence au sens large? Comment est-ce que vous voyez évoluer ce monde de l'influence numérique dans votre quotidien? Mélissa, peut-être? Ça évolue. Je ne pense pas que ça le remplacera. D'abord parce que c'est un canal supplémentaire qu'on a à disposition. Mais je ne pense pas qu'il le remplacera. Le marketing d'influence ou l'influence numérique, peu importe comment vous l'appellerez, ça ne viendra pas remplacer du relationnel entre un dirigeant et un journaliste qui suit le secteur depuis une dizaine d'années. Ça ne remplacera pas une campagne publicitaire. En tout cas, du point de vue de l'entreprise que je représente, c'est un levier supplémentaire qu'on active ou pas. Il y a des sujets, il y a des opérations sur lesquelles on ne va pas activer ce levier-là. Et en fait, on prend le sujet et on sélectionne justement les canaux qu'on va utiliser en fonction des objectifs qu'on veut avoir. Si j'ai une opération sur laquelle l'objectif premier, c'est de convaincre des propriétaires, qu'on appelle aussi des prospects parce qu'ils ne travailleraient potentiellement pas avec accord encore, ça n'a aucun intérêt d'avoir des influenceurs art de vivre invités sur mon opération. On va plutôt avoir à cœur de s'appuyer sur des experts, d'avoir des journalistes qui vont engager leur crédibilité quand on va leur présenter le sujet pour dire, voilà, à la différence des autres opérateurs hôteliers, là, Accor fait la différence. Mais ça ne fera aucun sens d'avoir du marketing d'influence. Donc je pense que c'est, en tout cas pour nous, c'est un levier additionnel de visibilité qu'il faut gérer. Il n'est pas systématique, et heureusement, et il faut le voir comme un plus qui prend de l'importance, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul, et en aucun cas il est systématique. Merci. Je rejoins tout à fait là-dessus. Aujourd'hui, c'est acté que les deux mondes, l'espace numérique et l'espace dans la vie réelle, in real life pour les anglophones, sont totalement interdépendants. Quand une entreprise se fait attaquer sur Internet, elle défend sa réputation, et on voit bien qu'il y a un impact direct sur des mobilisations, des appels boycott et autres. Quand dans les forces militaires sont accusées de bavure, il y a des répercussions, puisque ensuite l'opinion publique peut se retourner chez elle ou autre. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'en effet ce sont deux espaces qui sont séparés.
et que ce qui se passe dans le monde numérique reste dans le monde numérique, c'est acté. Et la direction que prennent les grandes entreprises, notamment Meta, donc ex-Facebook, de faire un métavers, va dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il va y arriver? C'est la suite de Second Life, on verra s'ils y arriveront. Mais on voit bien qu'il y a il y a un autre monde dans lequel des gens vivent et qui est parfois plus important. Et je vous renvoie à ce livre, Player One, où les gens ne vivent plus que dans le monde virtuel. Voilà, on est encore un peu loin, mais on vit en France avec un attachement au terroir et à la vie réelle. Il y a d'autres pays où cette interconnexion est encore plus forte et on verra bien où ça nous emmène. J'avais 3 considérations sur le numérique. Déjà, c'est un terrain de jeu qui est partagé. Si vous prenez le ciel, l'armée de l'air, vous faites face à des adversaires qui sont plus ou moins du même niveau que vous, ou en tout cas qui ont les mêmes règles d'engagement, etc. Après, il peut y avoir une différence technologique. Quand vous prenez les sous-mariniers, vous n'avez pas peu de personnes qui se promènent avec un sous-marin, vous êtes face à une force qui est similaire. Quand vous êtes sur un numérique, vous êtes face à tout et n'importe quoi. Vous êtes face à des organisations terroristes, face à des particuliers, face à des consommateurs, face à des militants, face à des collectifs, et qui n'ont pas les mêmes règles d'engagement que vous en tant qu'entreprise, que vous en tant que militaire, que vous en tant que parti politique. Vous êtes face à des personnes qui vont du coup avoir d'autres cultures, d'autres façons de faire. Et on peut peut-être faire un parallèle avec l'armée régulière face au mouvement guérilla à une certaine époque où il y avait une dissymétrie. C'est très important parce que du coup, le numérique est vraiment l'espace du faible face au fort, et parce que le faible s'est vite emparé de cet espace parce que ça coûtait peu cher d'y aller et que ça fait donc depuis 20 ans ou plus qu'il s'entraîne, il teste et qui s'organise de manière. Donc ça, c'est un premier point intéressant à relever. Ensuite, il y avait une notion aussi de la courbe d'apprentissage. Elle n'est pas mécanique, elle n'est pas linéaire. En fait, les entreprises ont appris aussi au fil du temps. Le fait que les community managers soient des stagiaires il y a encore quelques années montre bien les entreprises n'avaient pas saisi l'importance et que finalement c'était juste, il fallait répondre. Il n'y avait pas ce côté réseau social, c'était juste, il fallait poster et finalement reproduire des mini communiqués de presse. Et les choses ont changé aujourd'hui et le community manager a pris une place finalement assez importante. Mais du coup, les entreprises sont aussi face à un problème que elles ont face à elles des citoyens, des consommateurs, des militants qui sont des passionnés et qui testent toute la journée et qui sont sans arrêt sur Internet. On peut comparer à Wikipédia où vous avez des gens qui passent leur vie sur Wikipédia parce qu'elles ont que ça à faire. Et en fait, les entreprises les salariés ont un cadre de travail et ne peuvent pas aller aussi loin. Et donc cette courbe fait que l'entreprise seule ou l'institution ou l'organisation seule va avoir du mal parce qu'il y a une courbe d'apprentissage et puis il y a aussi des rotations. Vous évoquiez le défi humain qui est un défi à mon avis très important, des rotations dans les entreprises, des gens quittent leur travail, dans l'armée il y a des mutations dans d'autres directions, et ce qui pose un problème de constance dans la durée et qui est un défi à relever. Et aussi que l'influence, mine de rien, reste un art. Il faut être assez humble face à l'influence parce que déjà ça évolue tout le temps et qu'il n'y a pas des règles, il n'y a pas une recette. Or, certaines organisations cherchent à industrialiser l'influence sans être passé par la case art. Et du coup, vous ne pouvez pas être un industriel sans avoir été un artisan avant. Et donc, ça mérite aussi une réflexion sur comment ne pas griller les étapes pour pouvoir bien faire de l'influence demain. Et enfin, je rejoins l'intervention du colonel sur la composition des équipes. Aujourd'hui, c'est difficile d'aligner pour une entreprise des visions pluridisciplinaires. Ils viennent dans la com, ils vont venir surtout de la com, des affaires publiques, surtout des affaires publiques. Or, aujourd'hui, il faut, si possible, avoir des personnes qui font de la data analytics, qui vont qui viennent du monde de la psychologie, qui viennent des sciences humaines, sciences sociales, qui savent très très bien écrire. Voilà, c'est un melting pot de compétences, pas toujours évident à rassembler au sein d'institutions militaires, d'entreprises, mais qui sont indispensables aujourd'hui pour avoir une équipe structurée qui puisse répondre à ces défis qui sont justement par défaut des transverses et non silotés. Cette sensibilité
culturelles différentes aussi. Très important d'avoir aussi dans ces équipes non seulement une pluridisciplinarité, mais aussi des sensibilités intellectuelles différentes. On ne réagit pas de la même manière qu'on soit au Middle East ou qu'on soit en Extrême-Orient, en Chine ou à Londres. Ça, c'est juste capital. Merci à tous les deux. Effectivement, on l'a un peu dit, on le sent bien, les choses ont changé. L'influence, comme le lobbying aussi à une autre époque, ont souffert d'une image un peu dégradée, en tout cas connotée. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien, comme on le disait à l'instant, que dans beaucoup d'entreprises ou d'organisations, grandes comme petites, on a des responsables de l'influence. Est-ce qu'on arrive à une période finalement où l'influence est décomplexée ? Moi, je le constate en tout cas parce qu'il y a une dizaine d'années, alors j'ai la chance de travailler sur ces questions depuis 20 ans, depuis cette année, puisque c'est en 2001-2002 que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions d'influence et de guerre d'information, donc je fête mes 20 ans. Et il y a une dizaine d'années, en gros, dans mes boîtes précédentes, on ne pouvait pas venir devant un responsable de communication et parler d'influence. C'était trop connoté, justement, manipulation, trafic d'influence et autres. Or, aujourd'hui, je pense que ça a évolué dans la perception, finalement, parce que les choses n'ont pas forcément beaucoup changé dans la façon de faire, mais parce que les États-Unis ont imposé un vocable et aujourd'hui on parle facilement d'influenceurs YouTube ou de TikTok sans que ça pose problème à qui que ce soit. On parle de marketing d'influence en effet, et puis si vous allez sur les cartes de visite ou les LinkedIn à droite à gauche, vous verrez conseil en communication et influence, RP influence et réputation. Donc aujourd'hui, je pense qu'en termes d'influence, on peut en parler plus facilement, mais là aussi, l'envers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'influence à quelqu'un, il faudra bien définir de quoi on parle, puisque chacun aura une image différente, plutôt teintée marketing, communication, affaires publiques, et du coup, à la fin, l'objectif sera le même, c'est-à-dire de convaincre une personne de faire ce que vous souhaitez qu'elle fasse, mais comment y arriver ? Et c'est ce chemin qui va différer en fonction des sensibilités des gens que vous aurez en face de vous. Ça se démystifie aussi parce que ça se professionnalise. Je veux dire, moi j'ai commencé à faire de l'influence en 2012 et le groupe n'était pas en retard, mais pas spécialement en avance non plus. Et alors à l'époque, on ne parlait pas d'influenceurs, on parlait de blogueurs. Et à l'époque, quand je suis allée taper à la porte de ma directrice de la communication en lui disant, tu sais, on arrive quand même de moins en moins facilement à faire déplacer les journalistes. Il y a peut-être un truc qu'il faudrait tenter de manière distincte, pas faire cohabiter ces deux populations, parce que je sentais bien que ça allait être compliqué. C'est les blogueurs. Et elle m'a dit, écoute, bon, moi ton truc, j'y comprends pas grand-chose, mais si tu penses que c'est important, vas-y. Par contre, démontre-moi très rapidement avec des outils de mesure que ça vaut le coup. Et donc, tout le sujet, ça a été, comme vous disiez, d'abord de partir à la rencontre de ces gens qui n'étaient pas de ma génération, qui avaient des problématiques assez différentes de celles que je gérais quand j'interagissais avec des journalistes, de comprendre quels étaient leurs besoins et comment est-ce que je pouvais y répondre, et puis après de construire un cadre. Et c'est la construction de ce cadre qui m'a permis finalement d'être crédible, d'aller demander des budgets, parce que j'avais démontré de la pertinence d'activer ce nouveau levier. Sur la démystification, pour moi, ça passe par la professionnalisation aussi, parce que demain, ces derniers temps, l'influence a eu assez mauvaise réputation, il y a eu pas mal et c'est très bien d'ailleurs, de mise en lumière de profils qui n'ont pas été transparents, qui n'ont pas été responsables dans leur communication. Moi, demain, si très égoïstement je me revends comme responsable influence, j'ai pas envie de passer pour ah oui, c'est celle qui emmène les acteurs de télé-réalité visiter un hôtel en Indonésie. L'influence, c'est autre chose. On peut faire appel, et j'ai bien aimé quand vous disiez tout dépend aussi de ce qu'on parle d'influenceurs. D'ailleurs, maintenant, on parle de moins en moins d'influenceurs, on parle aussi de créateurs de contenu dans mon univers. Et en fait, on peut avoir des gens comme des célébrités qu'on va activer pour faire de la notoriété de masse,
ça va avoir une visibilité très importante, mais finalement un petit peu moins qualifiée. Des influenceurs, ça peut être aussi des experts techniques, par exemple, dans notre univers, ça va être des experts, des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur le sommeil. Pour moi, ces gens sont des influenceurs. Sur les réseaux sociaux, ils vont peut-être avoir sur LinkedIn ou sur Twitter 4000 followers, mais en fait, ces 4000-là, c'est juste crucial qu'on arrive à les convaincre. Et puis, mes influenceurs sont aussi mes collaborateurs. Et là, je rejoins la deuxième partie de mon activité qui interagit sur la réputation du groupe. Comment est-ce que j'embarque mes collaborateurs avec un minimum de cadre pour justement leur faire endosser ce rôle d'influenceur et parfois de protecteur de la marque. Alors, on va revenir, Mélissa, justement sur à la fois les moyens, les outils et puis ce rôle des collaborateurs, puisque finalement, il y a les responsables de l'influence, tous les directeurs, etc., qui œuvrent dans ce champ que vous évoquez, Antoine et Mélissa. Et puis finalement, par extension, on est tous aujourd'hui un peu influenceurs avec tous ces outils que nous avons à disposition dans notre quotidien. Avant ça, Raphaël, j'aimerais qu'on revienne avec vous. Peut-être, on parlait tout à l'heure de terminologie, de sémantique. Quelle est pour vous la différence entre l'influence et la guerre de l'information dont on parlait tout à l'heure ? Alors, je pense que l'influence va beaucoup plus loin que la guerre de l'information. La guerre de l'information se livre quotidiennement sur les perceptions. Elle joue sur les perceptions. Elle est un moyen parmi d'autres. Et comme je disais tout à l'heure, elle s'additionne à la guerre normative, à l'ingénierie cognitive, l'ingénierie sociale, etc. Elle n'a pas une finalité. L'influence, elle, est un résultat. Et je pense qu'il y a un danger à confondre les deux. Et j'ai voulu illustrer par un exemple, c'était il y a quelques années, d'une victoire en termes de guerre de l'information qui était une défaite en termes d'influence. Un grand exercice de l'OTAN, je n'entrerai pas dans les détails, avait eu lieu dans le Grand Nord, et c'était très bien passé. L'OTAN avait communiqué dessus, la communiqué remarquable, et tellement remarquable, les officiers en charge de cette communication d'influence se sont rendus compte que pour la première fois, ils arrivaient à communiquer en dehors. Sur les réseaux sociaux, la communication était extrêmement positive et se répandait de personnalité, aussi bien les officiers en charge de cette communication d'influence que les responsables de l'exercice. Et les Britanniques, très ancienne culture en termes de guerre de l'information et d'influence, quelque chose de... Ça saute un petit peu, Raphaël, on vous en... Ah. Peut-être... Je me suis rendu compte... Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui, c'est bon là. Peut-être couper votre caméra. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Écoutez, voilà. je vais essayer. C'est mieux comme ça. La caméra. Est-ce que vous m'entendez Très bien. mieux? Oui, on vous entend mieux. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. D'accord. Donc je reprends cet exercice de l'OTAN qui s'est très bien passé, une communication d'influence plus que réussie, un impact très important sur les réseaux sociaux, et donc les spécialistes britanniques de guerre de l'information, en termes de guerre de l'information, en fait, a été téléguidée par les Russes. Que ce sont des proxys liés aux Russes qui ont fait l'exercice OTAN comme étant une réussite absolue et mettant en valeur les capacités de combat de l'OTAN, etc., etc. En fait, ce que l'OTAN a cru avoir réussi en termes de guerre de l'information était une défaite en termes d'influence, puisque cette diffusion d'un message positif orchestrée par les Russes avait un seul but, qui était de nourrir leur propre discours, leur propre narration, qui était que l'OTAN était une puissance agressive, prête au combat, qui se déployait au bord de ses frontières. Et donc, guerre de l'information et influence sont bien deux choses différentes, parce qu'encore une fois, je reviens dessus, la guerre de l'information est un moyen, et l'influence, elle, est un effet, une finalité. Et si on confond les deux, on peut arriver à cette erreur qu'avait commise l'OTAN, qui finalement avait servi le discours narratif russe. Merci beaucoup, Raphaël. Effectivement, on voit bien qu'il s'agit donc de deux choses bien distinctes. Alors, on évoquait tout à l'heure les outils
et les moyens de l'influence numérique. Quels sont ces outils et ces moyens, et surtout, comment on les adapte pour parler ou pour atteindre des cibles différentes, que ce soit des pays différents ou des communautés différentes avec des intérêts différents. Mélissa, peut-être. Merci. Alors, chez Accor, on s'appuie d'abord sur un réseau de communicants locaux, parce que l'idée, c'est pas d'avoir une démarche centrale en pensant que on a de grandes idées qui peuvent être développées partout sans être adaptées. Donc, il y a un cadre général qui est donné, et ensuite, charge à chacun, à chaque relais communicant dans son espace, d'adapter aux spécificités locales ce cadre. Les outils, ils sont développés de sorte à couvrir l'ensemble des collaborateurs chez nous. Donc sur la partie ambassadora, on va dire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la réputation de l'entreprise, on a des outils centraux qui sont adaptés aussi, là encore, pour chaque pays. On a aussi un cadre global fait pour tous les collaborateurs du groupe qui souhaitent s'exprimer sur le groupe, pour leur donner un petit peu les règles de base. Je vais vous donner un exemple. Un collaborateur Accor, s'il séjourne dans un établissement qui n'est pas un établissement du groupe, ça leur arrive, on va lui demander s'il souhaite laisser un commentaire sur un forum d'avis comme TripAdvisor par exemple. On va lui demander d'être responsable et de poster ce commentaire avec un maximum d'objectivité, au point de dire en avant-propos qu'il travaille chez Accor. Et en fait, on le fait pourquoi? Alors on le fait d'abord, on le fait depuis une dizaine d'années. On le fait parce que il y a eu des vagues de campagnes de communication contre ces forums, parce qu'il y avait énormément de faux avis. Et on le fait parce que finalement, on veut valoriser l'expertise du collaborateur. En expliquant, voilà, moi, je suis Mélissa Lévin. Avant toute chose, je souhaite expliquer que je travaille pour un groupe hôtelier qui s'appelle Accor. L'avis que je donne est le reflet de mon expérience dans tel établissement où j'ai passé X nuits. Bah, finalement, on va donner du crédit à cet avis. Et ça, c'est capital, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est expliqué dès le départ dans les parcours d'intégration et dans les documents qui sont remis à la signature des contrats. On a aussi développé tout un cadre à l'intérieur duquel on a développé une charte influenceur qui oblige à la fois le groupe et à la fois les influenceurs avec lesquels nous travaillons. Cette charte, elle n'a pas de vocation juridique, elle n'a pas de pouvoir légal. Par contre, elle est le préambule à toute collaboration. Donc, on part du principe que lorsqu'on démarche un influenceur ou lorsque de lui-même il vient solliciter une des marques du groupe, s'il n'est pas en mesure de s'engager un minimum avec la signature de cette charte, la collaboration n'ira pas plus loin. On a des outils, bien évidemment, aussi pour les agences qui nous accompagnent, parce qu'on n'a pas internalisé l'ensemble de la pratique et on se fait aider justement pour garder cette vigilance et cette prise avec l'évolution du métier qui est permanente. On se fait accompagner parfois par des agences. On leur donne toutefois un cadre pour identifier les influenceurs. Alors évidemment, on a un outil technique pour nous aider, mais en dehors de l'outil technique, on a aussi des critères de sélection de ces influenceurs qu'on demande à l'ensemble des agences qui nous accompagnent et aux relais communicants dans les pays de respecter. Donc il y a tout un système qui est mis en place, qui évidemment a été co-construit non seulement avec des influenceurs, mais aussi avec l'aide de la RPP. Je crois que vous accueillez Mohamed Mansouri aujourd'hui. Ils ont été un grand soutien pour nous. Quand on est arrivé avec nos documents, on leur a dit voilà, on pense bien faire. Est-ce que vous pouvez confirmer que la démarche est bonne? Est-ce que vous pouvez vous assurer avec nous qu'on est bien dans les clous et que la démarche qu'on est en train de lancer, elle va être au maximum balisée? Donc on a mis ça en place depuis
les dernières évolutions, parce qu'on fait évoluer ces documents tous les ans, mais la dernière mise à jour, là, est arrivée justement pour intégrer toutes les dimensions de partenariat qu'il peut y avoir non rémunérés, où on est quand même responsable, et donc on demande aux influenceurs avec lesquels on va travailler et à qui on va faire vivre une expérience, de déclarer à l'administration fiscale la valeur marchande en avantage en nature de cette prestation. Et ça, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Hein. Aujourd'hui, l'administration est vigilante et elle fait bien, parce que je pense qu'il y a de quoi faire. On est quand même en tant qu'entreprise responsable de donner l'information nécessaire aux influenceurs pour qu'ils fassent bien. Et ça, c'est quand même un combat de tous les jours. Pour compléter ce que vient de dire Mélissa, nous, notre approche, quand on est amené à traiter plein de sujets très différents, des domaines d'intervention différents, sur des zones géographiques, sur des secteurs, sur des thématiques, au-delà des outils, c'est surtout une méthodologie qu'on a développée, qu'on affine au fil du temps, qui est assez simple, mais qui permet d'éviter de partir bien en tête sur des outils, en disant tiens, je vais mettre en place tel outil, et puis finalement, c'est pas adapté. On part alors on a repris le terme militaire de l'EFR, l'effet final recherché, que cherche-t-on à atteindre. Ensuite, on le subdivise parfois en objectifs ou sous-objectifs, parce que parfois l'EFR est très lointain et qu'il faut des étapes avant d'y arriver. Et on se dit, voilà, ces objectifs-là, quelles sont les personnes qui vont être susceptibles de nous permettre d'atteindre cet objectif? Une commission, un élu, un groupe d'individus, etc. C'est une audience qu'on distingue de l'audience clé, qui est celle qui permet de basculer, l'audience cible, qui vont être par exemple des journalistes ou l'entourage de ces personnes qui vont pouvoir toucher. On se dit ensuite, ok, ces personnes-là, quels sont les messages qui vont leur permettre de basculer et d'être convaincus? Donc on définit les messages, on les craft en très bon anglais. Et enfin, une fois qu'on a ces messages-là, quels sont les vecteurs, donc quelles sont les plateformes, quels sont les médias qu'on va utiliser pour les toucher? Est-ce qu'il vaut mieux passer par la radio, par des flyers, par tous les outils web? Donc ça, ce sont les vecteurs. Et enfin, qui est l'émetteur? Est-ce que c'est entreprise en tant que telle, ou est-ce que finalement il vaut mieux que ce soit porté par d'autres? Et je prends un exemple, typiquement dans les logiques de contre-radicalisation, est-ce qu'il faut plutôt que ce soit l'État qui porte des messages auprès de jeunes ou de moins jeunes qui sont en voie de radicalisation, ou faut-il mieux pas que ces messages soient portés par des associations locales qui sont inscrites dans la communauté, qui vont porter ces messages? Voilà la différence. Donc en fait, cette méthodologie est assez simple, elle est assez logique, sauf que si vous la respectez et que vous déroulez étape par étape, ça évite au maximum de faire des raccourcis où finalement vous partez dans une stratégie, vous la déroulez bien, et finalement l'effet final recherché n'est pas atteint parce qu'à un moment donné, vous avez mis, vous n'avez pas bien taillé la route. Alors, il y a un point sur lequel peut-être j'aimerais qu'on revienne. Vous avez parlé, Antoine, tout à l'heure d'un terme important qui est l'humilité. L'humilité dans ce monde de l'influence. Alors, l'humilité qui s'applique aussi bien plus largement à d'autres sujets. C'est un point auquel faisait référence le général Tisser tout à l'heure, lorsque on parle de gagner la guerre avant la guerre. On n'est pas toujours certain de la gagner. Encore moins dans le monde de défiance dans lequel nous sommes aujourd'hui, et là que ce soit appliqué au monde militaire et évidemment au monde civil, on l'a vu sur ces 2 dernières années, si on reste sur le sol national avec des crises sociales, sociétales, une défiance envers l'autorité, envers les pouvoirs politiques notamment. Comment est-ce que cette influence numérique aujourd'hui, vous l'analysez, vous arrivez à comprendre pourquoi, par exemple, sur l'influence vis-à-vis de la vaccination, par exemple, où on essaye de convaincre la population de se faire vacciner contre la Covid-19 et finalement on voit bien que le message n'est pas toujours bien reçu selon que cela vienne effectivement des autorités ou d'autres acteurs. On a fait appel à des scientifiques, le message n'est pas forcément mieux passé. Comment vous expliquez ça et est-ce que ça appelle finalement à un changement de portage intellectuel vis-à-vis de l'influence numérique aujourd'hui? Alors c'est un vaste sujet, je pense que d'autres parlent beaucoup mieux que moi de ce sujet et il faudra beaucoup plus de temps pour en parler. Mais quelques idées. Déjà, encore une fois, la conviction, ou en tout cas rallier les personnes à son idée,
porte sur 3 valeurs, et ça a déjà été documenté. C'est sur l'éthos, c'est la crédibilité de la personne qui parle, le logos, c'est la raison, et donc les arguments, et ensuite le pathos, qui est le côté plutôt comment dire, ça m'échappe. Le sentiment, voilà, tout ce qui est plutôt voilà, ces 3 parties-là. Aujourd'hui, vous avez une frange de la population qui refuse d'être vaccinée, mais qui a un cancer, qui préfère prendre des gouttes de citron, qui se disent électrosensibles, qui se disent... Enfin, vous avez plein maintenant, chacun voit la minorité comme étant le point d'attention. Ça soulève des vrais problèmes de fractionnement de la société, où finalement il faut toujours prendre le groupe par son point le plus petit. Ça soulève des questions d'organisation. La réponse ça n'est pas simple, c'est qu'en fait vous aurez toujours un groupe de convaincus, et cela vous ne les aurez pas. Si vous reprenez une matrice qu'on utilise beaucoup, qui est l'engagement avec le positionnement, si vous avez un engagement fort dans un positionnement adverse à vous, vous allez avoir des adversaires. Puis progressivement, vous avez des opposants, puis finalement des contradicteurs. À l'autre bout de cette matrice, qui est la matrice que que j'ai un peu repris de l'école de guerre économique, vous avez l'engagement fort, et vous avez des alliés, des sympathisants, etc. Or, en fait, quand vous êtes dans une logique d'influence, vous vous adressez au corps mou, au corps indécis, au corps central, qui peut en fait basculer d'un corps à l'autre, parce qu'en fait, en fonction de l'information qu'elle va avoir. Et donc, il y a plein d'études psychologiques qui montrent que si vous avez reçu une information qui vous dit que telle chose est bien ou mal, et que finalement vous allez l'intégrer, et que c'est compliqué, et ça demande beaucoup justement d'humilité et d'esprit critique pour pouvoir finalement se remettre en cause et dire mais finalement je me suis trompé et je vais pas y aller. Donc dans une logique d'influence, il convient d'identifier, donc on revient sur la question de veille, de cartographie d'acteurs, de se dire ok, ces adversaires-là, de toute façon je n'arriverai pas à les convaincre. Par contre, ceux qui sont là, qui peuvent basculer, comment je vais faire en sorte qu'ils puissent entendre finalement les arguments, aussi bien émotionnel, c'était le mot qui me manquait tout à l'heure, émotionnel que rationnel. Et ensuite, vous avez toute une démarche vers vos sympathisants, de les faire monter en puissance pour qu'ils soient plus visibles, qu'ils soient plus actifs. Et puis vous avez toute une démarche vis-à-vis de vos adversaires, de les rendre moins actifs, moins visibles. Donc ça fait une sorte de... Je pourrais vous le dessiner, mais je n'ai pas de whiteboard. Mais il y a tout un mouvement comme ça, et qui fait que, en fait, une fois que vous avez placé vos différents acteurs, vos différentes parties prenantes sur un échiquier, vous appliquez une stratégie qui est toujours la même, et ensuite vous l'adaptez en fonction de qui vous voulez toucher. Après, comment y arriver ? Vaste débat, j'ai pas les réponses sur la partie... Merci beaucoup Antoine. Et sur ce point-là, peut-être Mélissa, revenir avec vous sur ce qu'évoquait Antoine, qui est finalement quel est mon objectif, et donc quelle est la stratégie que je mets en place. Et un point qui est évoqué, qui est très important, c'est de bien connaître les canaux par lesquels on passe, d'utiliser des outils qui vous permettent de créer quelque part un entonnoir et mieux identifier les personnes ou les influenceurs, par exemple, avec lesquels vous allez travailler, mais il y a également aussi l'œil humain, l'expertise humaine, qui va être ensuite de mieux cibler, de différencier les influenceurs avec lesquels vous allez travailler selon l'objectif que vous voulez atteindre. Comment ça se passe ? On se rend bien compte que, notamment chez vous, chez Accor, c'est très structuré cette démarche, elle est très professionnalisée finalement. Elle est professionnalisée et elle s'appuie sur l'expertise terrain. Peut-être, je vais vous prendre un exemple. Un hôtel ouvre à Lyon, par exemple, un hôtel de luxe qui a la particularité d'avoir une offre qui accueille les familles. Bon, a priori, si cet hôtel est tout nouveau sur la place de Lyon, on a un travail d'influence à faire. On va probablement activer le levier institutionnel à un moment donné pour faire connaître cet hôtel, aller à la rencontre du comité régional de tourisme, le maire, etc. Les institutionnels seront couverts. On va avoir la partie inauguration avec la presse locale qui est très importante pour valoriser le nombre d'emplois créés, pour valoriser les particularités de cet établissement, et puis le marketing d'influence va arriver. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est interroger mon directeur d'hôtel sur la clientèle qu'il veut faire venir dans l'hôtel.
il y a de grandes chances qu'ils me disent voilà, moi je veux faire venir des Suisses, je veux faire venir les gens de l'agglomération, je veux faire venir peut-être quelques Italiens à certaines périodes de l'année. J'ai une offre famille, donc je veux plutôt aller chercher des gens avec un pouvoir d'achat élevé parce que je suis un hôtel de luxe et avec des enfants. Et puis probablement en priorité les femmes parce qu'on sait que ce sont souvent les femmes qui procèdent à l'acte d'achat et qui s'organisent peut-être un petit peu plus en anticipation que leurs conjoints. Dans ces cas-là, moi ce que je vais faire avec ces indicateurs-là, ces objectifs-là et ces critères de sélection-là, je vais les rentrer dans la machine, je vais alors voir apparaître une sélection de profils et c'est là où l'humain intervient. C'est-à-dire qu'au-delà des aspects quantitatifs, il va falloir que j'aille voir si les personnes qu'on me propose, elles sont en affinité avec ma marque. Est-ce qu'elles font 2 partenariats par semaine avec des marques concurrentes ou pas, ce qui va faire perdre un petit peu de crédibilité au profil, parce qu'on va privilégier chez nous des gens qui font peu de collaboration, mais qui s'y engagent énormément, parce que leur communauté derrière va être beaucoup plus sensible que si on les matraque d'informations à vocation publicitaire. Donc, il y a toute cette partie un peu plus qualitative qui se fait, et jusqu'à la prise de contact directe avec les gens, où là, bien sûr, on va leur expliquer la philosophie influence du groupe, pourquoi est-ce qu'on les a sélectionnés, ce qu'on attend d'eux, ce sur quoi on va leur demander de s'engager. Et c'est en ça aussi qu'il faut faire preuve d'humilité. C'est que les réseaux sociaux sont en mouvement perpétuel. On a, c'était dit tout à l'heure, des réseaux qui émergent chaque jour. Donc il faut avancer vraiment quelque part en ayant une part de doute toujours à l'esprit. Parce que je pense qu'avoir ce doute, ça pousse aussi à être plus créatif, ça pousse aussi à être plus vigilant. Et ça pousse à toujours chercher comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent. Et ça, dans notre activité, on n'est pas le seul opérateur hôtelier. On a des concurrents qui sont eux aussi très, très créatifs. On a aussi des produits qui sont différents. Donc il faut toujours essayer de se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de différent, de marquant. Et au moment, lorsqu'on a contractualisé, il faut avoir en tête que l'expérience de l'influenceur, même si c'est une inauguration et qui est un moment fort pour l'hôtel, l'influenceur, il va venir peut-être un tout petit peu après parce que son expérience ne doit pas être différente de celle que pourrait vivre le client final. Si j'invite un influenceur et qu'on a tapis rouge, fleurs, champagne, enfin une expérience sublimée, forcément, dans ce qu'il va relater, puisqu'il est censé être objectif, il va montrer cette expérience sublimée. Et quand moi, individu lambda, Pékin moyen, je vais aller dans cet établissement-là, si je vis une expérience entre guillemets dégradée, je vais moins accorder ma confiance à cet influenceur dans le futur. Donc on a toujours des moments de communication un tout petit peu décalés, de sorte à ce que effectivement l'expérience soit la plus proche possible de celle que pourra vivre le client derrière. Merci beaucoup Mélissa. Alors il y a plusieurs points que vous évoquiez. On a parlé tout à l'heure d'influence responsable, on a parlé de responsable d'influence. Alors est-ce que les responsables d'influence font de l'influence responsable? C'est presque un débat philosophique vers lequel on pourrait tendre et je crois que nous avons un début de réponse. En tous les cas, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui complètement, mais on se rend compte que beaucoup de démarches vont en ce sens. Comment aujourd'hui, est-ce que vous avez un cadre? Est-ce qu'on a des garde-fous aujourd'hui pour justement éviter les dérapages et tendre de plus en plus vers cette influence responsable. Influence responsable, c'est quoi? C'est être transparent, c'est être honnête, c'est mettre en avant des valeurs, mais est-ce que ces valeurs sont universelles? Est-ce qu'on partage tous les mêmes quand on est en Chine, en Europe ou aux États-Unis? Je pense que ce qui est important, oui, c'est la transparence.
Nous, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est fait aider, on n'a pas prétendu avoir la science infuse, donc on a fait appel aussi à la RPP, à nos collègues du juridique, on a fait appel aux influenceurs eux-mêmes pour construire ce cadre, en disant voilà, on veut mettre ça en place, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous, la signature de cette charte, vous seriez prêt à le faire ? Est-ce qu'il y a des points qui sont bloquants pour vous ? Donc on a vraiment été dans une démarche de co-construction. L'étape d'après, quand on a construit ce cadre, qu'on l'a partagé avec les régions, ça a été de prendre leur retour, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a une sensibilité culturelle qui n'est pas la même d'un pays à un autre, donc il a fallu aussi prendre en compte ces sensibilités-là. Et ensuite, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on en fait ? On veut être perçu comme un acteur qui fait de l'influence responsable, et finalement, la responsabilité, si on est tout seul, oui, c'est intéressant, mais demain, si on veut que ces pratiques d'influence, elles soient beaucoup plus visibles, en fait, il faut être dans le partage. Donc, le groupe a fait le choix de mettre ces documents en open source, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de mettre à la disposition via la RPP tous les documents qu'on a construits, de sorte à faire connaître ce cadre et de sorte à permettre à de plus petites entreprises qui, elles aussi, ont besoin de faire du marketing d'influence, de le faire bien. Parce qu'elles n'ont peut-être pas la chance d'avoir comme accord une structure et du temps et des équipes pour pouvoir cruncher tout ça et avoir du jus de cerveau pour formaliser ces documents. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition ce cadre, de leur dire voilà, on peut être des concurrents féroces sur le plan des idées, mais pas sur la méthode. Il faut tendre vers plus de responsabilité. Mohamed vous parlera de l'Observatoire des bonnes pratiques. C'est passionnant. On voit que là où il y a encore le plus de pédagogie à faire, c'est sur les petits influenceurs qui, effectivement, ne se sont pas encore professionnalisés. Donc, c'est important aussi de faire connaître les règles de bon usage et de eux aussi les responsabiliser. Donc, pour moi, ça passe par le fait de rendre accessible un maximum de documents et de rendre accessible cette méthode de travail, quitte à la faire évoluer en ayant des remontées terrain après. On l'a dit tout à l'heure, il faut être humble et accepter de se remettre en question et de faire évoluer les choses presque à la vitesse où vont les réseaux. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, on s'y attache. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur on peut être concurrent féroce. Parce qu'en fait, on parle de l'influence, facilement on peut parler de l'influence défensive pour dire que voilà, il faut contrer les campagnes de dénigrement, il faut lutter contre toutes les fake news et autres. Et puis, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler d'influence proactive ou offensive. Peut-être qu'offensive, le terme, il faudra peut-être le travailler, parce que même il porte en tant que tel quelque chose un caractère peut-être agressif. Mais finalement, je pense qu'il faut réfléchir, il ne faut plus avoir honte de parler de l'influence offensive. On parle dans le cyber de plus en plus de cyber offensif. Donc finalement, allons dans cette direction pour pouvoir en fait gagner des parts de marché, gagner des parts de voix et trouver justement ne pas être toujours sur la défensive et du coup progressivement être atrophié. Soyons offensifs, ne faisons pas n'importe comment. Je pense qu'on peut être offensif et être dans le cadre légal et des légalités, puisqu'on parle de plusieurs légalités ici, et de l'éthique. L'éthique étant un poil plus compliquée, parce que chacun peut avoir une éthique différente en fonction d'un point de vue, mais je pense que c'est important de dire qu'on peut vraiment faire de l'influence offensive et pas faire n'importe quoi quand on dit ça. Merci beaucoup. Alors effectivement, on voit bien que l'influence responsable, c'est à la fois la transparence, mais c'est aussi, il y a bien des choses, on l'a dit Antoine, hein, il y a la légalité et l'éthique. Alors sur la question de l'offensive, défensive, peut-être Raphaël, si vous êtes toujours là. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez toujours? Tout à fait. Parfait. Justement, comment est-ce que vous voyez l'influence? Est-ce que ça va devenir une arme plutôt offensive, plutôt défensive? Alors, je dirais que plus qu'une arme, l'influence est bien un effet, mais je ne crois pas du tout à l'influence défensive. Je pense que c'est même contradictoire. Je pense que l'influence défensive implique une forme de passivité,
Et qu'est-ce que c'est que l'influence? C'est modeler des comportements, c'est modeler des perceptions. À partir du moment où on n'est pas en action plus qu'en réaction, je pense qu'il est absolument impossible d'agir sur ses partenaires ou rivaux. Et pour aller plus loin, la seule défense en termes d'influence, à mon avis, est la contre-attaque. J'ai parlé tout à l'heure du lien entre influence, guerre de l'information. Christian Arbulot a passé son temps à répéter à juste titre qu'en termes de guerre de l'information, il y a une prime à l'attaquant, et une prime à l'attaquant qui est quasiment décisive. À partir du moment où on subit une offensive informationnelle, à partir du moment où l'on subit, sans forcément s'en rendre compte, une opération d'influence d'un autre acteur, eh bien on perd l'initiative. À partir du moment où on perd l'initiative, on est incapable de reprendre l'ascendant. Donc je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'influence défensive, pour être très clair. Les Britanniques, chez qui je travaille, ont une vision très offensive de l'influence et décomplexée. Dans leur nouveau concept stratégique, ils n'hésitent pas à parler d'influence offensive non seulement contre leurs grands compétiteurs, Chine, Russie, etc., mais même vis-à-vis des autres nations démocratiques. Pourquoi? Parce que l'influence est une manière de transmettre leur vision du monde, de défendre leurs intérêts, et ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire en attendant l'action des autres. Il faut bien être le premier à agir et agir, interagir en permanence. L'influence n'est pas une action dans un temps donné. L'influence, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'influence stratégique, elle doit se faire sur le long terme. Alors, l'influence, c'est donc aussi l'anticipation, mais c'est aussi, vous l'évoquez, parce qu'on évolue dans un environnement où finalement les autres acteurs n'ont pas forcément les mêmes scrupules que nous et ne sont pas forcément aussi responsables dans leur façon de faire de l'influence que nous le sommes, nous. Comment il faut réagir, comment il faut agir même dans ce contexte-là? Est-ce qu'il faut s'auto-contraindre? Est-ce qu'il faut s'auto-censurer, s'imposer des règles strictes quand bien même les autres acteurs ne le feraient pas? Non, je suis très clair dessus, certainement pas. Mais je vais m'expliquer pourquoi. Parce que nous sommes dans un monde de l'information et un monde de la transparence. Lorsque nos rivaux, que ce soit des rivaux étatiques ou des entreprises, se livrent à des pratiques douteuses, ils peuvent remporter un avantage sur le coup. C'est certain. En revanche, ils prennent un risque stratégique décisif à moyen ou long terme. Pourquoi? Parce que dans une société de l'information et une société de la transparence, il est très difficile, voire impossible, de garder une attaque cachée. Et à partir du moment où il y aura des comportements qui seront globalement, moralement condamnables, et que ces comportements ou ces actions vont forcément finir par être misère, eh bien son initiateur se met en position de faiblesse. Et c'est pour ça que l'influence est par excellence l'arme de nos sociétés ouvertes, de nos sociétés démocratiques. Lorsqu'on voit des régimes autoritaires ou totalitaires, si on parle de la Russie ou de la Chine, se livrer des offensives en termes de fake news, par exemple, ils hypothèquent leur crédibilité. Ils ont pu déstabiliser certaines de nos sociétés. On a parlé, Connell tout à l'heure parlait de l'exemple des élections américaines. Il y a pu avoir une déstabilisation provisoire du fait de l'effet de surprise, mais aujourd'hui, la crédibilité de la parole de ces États ne vaut plus rien. Donc, à moyen terme et à long terme, ils ont subi une défaite stratégique. Ce que je veux dire, c'est que les contraintes d'un État de droit, en termes d'influence, sont des forces. Pourquoi? Parce que la transparence, c'est justement au cœur de notre système de valeurs et de représentation. Nous sommes même capables, et que ce soit en termes d'État ou même d'entreprise, ce que disait Mélissa tout à l'heure, nous sommes même capables de reconnaître nos erreurs et de les reconnaître publiquement, de nous remettre en cause. Nos adversaires, eux, et je reviens sur les États, nos grands adversaires, nos grands compétiteurs, n'en sont pas capables, puisque la seule chose qui justifie un régime autoritaire ou totalitaire, c'est le mythe de l'infaillibilité. Et donc, en termes d'influence, ces rivaux que nous avons ne peuvent miser que sur la technique pour cloisonner leur société, comme le fait la Chine, par exemple. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'influence des démocraties n'est jamais à 100% pure, évidemment. Nous avons bien des intérêts derrière, il peut y avoir certaines déviations. Mais structurellement,
Nous visons l'adhésion des populations. Et l'idée phare de cette adhésion repose sur les droits de l'homme. La cohérence entre les actions que nous menons et le message que nous cherchons à diffuser est ce qui fait la force d'une politique d'influence réussie. Alors le problème en France est peut-être une forme d'inhibition par rapport à l'influence liée à différentes raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas maintenant. Et je pense que nous ne devons pas être complexés et savoir qu'une politique d'influence, c'est quelque part, de manière plus moderne, c'est la rhétorique des anciens Grecs, mais appliquée à un monde infiniment plus complexe, infiniment plus difficile, qui nous permet d'utiliser, comme disait tout à l'heure Antoine, aussi bien l'éthos, le logos que le pathos, mais avec les images, avec le numérique, etc. En tout cas, l'influence, et j'insiste dessus, je terminerai là-dessus, est parfaitement légitime. Ouais, je voudrais juste compléter ce que vient de dire Raphaël, où je ne partage pas tout à fait son point de vue sur un point, c'est qu'on part du principe que les sociétés sont éduquées, ont un esprit critique et sont rationnelles, ce qui peut être peut-être la perception qu'on a des sociétés occidentales qui se soumettent à, on va dire, à la transparence. Or, malheureusement, je constate que les sociétés sont de moins en moins éduquées à l'esprit critique, sont très perméables à toutes les notions de fake news, de complotisme, et dans d'autres sociétés, la rumeur, ce que peut dire dans les villages et autres, a plus de poids. Donc, je crois que pour pouvoir avoir encore l'avantage de la démocratie sur cette influence transparente que tu évoques, ça sous-entend en fait un gros travail d'éducation des générations actuelles et à venir, à l'esprit critique, à la capacité en fait à traiter un événement et pour en fait avoir cette raison des foules, être capable de pouvoir dire en effet je n'écoute plus ce qui vient de tel média parce que je sais qu'il est manipulé par tel État et que du coup il est complètement biaisé. Or aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Force est de constater que dans le Sahel, des informations totalement folles circulent et pourtant elles ont des prises. Et finalement, on a beau dénoncer qu'elles viennent de tel ou tel État, les audiences continuent de les écouter et d'y croire. Donc je pense que la question est beaucoup plus compliquée de dire, bien sûr, il faut que les pays démocratiques continuent à avoir cette démarche pour ne pas perdre en crédibilité, mais elle doit s'accompagner d'un vrai travail à la formation, la sensibilisation et quelque part, je dirais, la vaccination à toutes les fake news. Expliquer comment les gens sont manipulés, comment justement l'esprit fonctionne avec les biais cognitifs, avec les raccourcis psychologiques, et comment aujourd'hui ils sont eux-mêmes donc victimes et du coup les fameux idiots utiles qu'on retrouve. Sans ce travail de fond, je crains que ce ne soit pas si simple que la démocratie avec toutes ses valeurs puisse l'emporter comme ça. Antoine, je suis tout à fait d'accord. Mais lorsque tu parles d'expliquer, c'est effectivement le centre, ce que je veux dire, c'est que nous avons l'arme de la transparence, et donc nous pouvons expliquer. Nous n'avons pas de visée cachée, nous n'avons évidemment, mais pas au même titre que nos grands concurrents, ce qui fait qu'avec ce travail d'éducation, et à terme, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas un énorme travail d'éducation à faire, bien évidemment, mais à terme, je pense que structurellement, les sociétés démocratiques peuvent plus facilement s'imposer dans un monde d'information et de transparence que des sociétés autoritaires. À terme, ce n'est pas forcément immédiat, ce n'est pas forcément à court terme, mais je pense qu'à terme, structurellement, nous avons plus d'atouts pour nous imposer dans ce monde. Merci beaucoup Raphaël, merci Antoine aussi, puisque ça fait écho notamment, et je le disais tout à l'heure, à un point que nous avons évoqué précédemment dans une édition cyberdéfense et stratégie sur les fake news, les démocraties en danger. Et nous avions notamment Bruno Studer, le député, qui était à nos côtés et qui avait replacé au cœur des débats l'éducation au sens critique, qui est absolument essentielle, et bien entendu bien au-delà aussi de ces fake news, mais pour comprendre le monde qui nous entoure et dans lequel on évolue finalement, peut-être
reprendre son destin en main, et c'est ce qui avait notamment été évoqué, qui fait écho à ce que vous disiez, puisque effectivement le volet démocratique et qu'elle survive dans le monde qui est aujourd'hui le nôtre est absolument essentiel. Peut-être sans spoiler tout à l'heure ce que nous évoquerons sur les enjeux géopolitiques et notamment la Russie, dont on parlera tout à l'heure. Peut-être, Raphaël, revenir avec vous dans le contexte, puisque nous avons encore quelques minutes d'échange, revenir sur ces enjeux géopolitiques et notamment avec l'année 2022 qui nous attend. Comment est-ce que vous voyez se poursuivre cette cyber-influence menée aujourd'hui notamment par la Russie sur les réseaux numériques qu'elle sait très bien aujourd'hui utiliser ou manipuler dans l'année 2022 avec les grandes échéances qui nous attendent? La Russie, effectivement, continuera ses actions, mais pour continuer à ce que je disais avant, je pense que la Russie se met en situation de relative faiblesse par ces manipulations qui sont de plus en plus visibles. En revanche, la grosse faille que nous avons, c'est que nous nous contentons de faire de l'influence défensive, c'est-à-dire de faire de la pédagogie des contenus, d'expliquer que la Russie cherche à nous influencer sans attaquer. Et je pense, et là ça rebondit sur la conversation que nous avions à l'instant avec Antoine, je pense que si nous ne sommes pas capables d'avoir une politique informationnelle, une politique d'influence très offensive, nous nous exposons à subir effectivement les effets des actions russes. Quand je parle de politique offensive, c'est ne pas hésiter à attaquer la Russie sur son système politique, attaquer la Russie sur ses valeurs, attaquer la Russie sur ses incohérences, attaquer la Russie sur ses contradictions, le faire aussi bien au niveau international que le faire au niveau interne. La Russie n'a aucune hésitation à utiliser des médias comme RT, etc., que nous n'ayons pas les mêmes inhibitions, et lorsque la Russie cherchera à bloquer des médias de type occidentaux, le mettre en exergue pour montrer qu'on n'est pas face à un État libre comme les sociétés démocratiques occidentales. Et les ingérences dont nous avons parlé se poursuivront. Elles toucheront toujours une partie de la population, évidemment, notamment la partie de la population peut-être la moins éduquée, également celle qui a le moins à perdre d'un changement tout à fait hypothétique de société, peut-être la partie de la population la plus désespérée. Donc ce fonds existe. Après, est-ce que ce fonds de population est suffisamment important pour faire basculer les élections? Je n'en suis pas forcément persuadé, mais il y a un pouvoir de perturbation numérique russe qui est un pouvoir de perturbation et d'influence qui est très fort, effectivement. Raphaël, peut-être pour aller un petit peu plus loin que la Russie dans ce pouvoir de perturbation numérique, comment vous voyez se positionner les prochaines stratégies poussées notamment par la Chine, les États-Unis ou encore notamment l'Iran ou le Moyen-Orient, dont on parle un peu moins, mais dont il faut effectivement rester vigilant? Alors, au Moyen-Orient, l'Iran tente effectivement d'utiliser l'arme de l'influence et l'arme numérique comme égalisateur de puissance pour contrer les États-Unis notamment, et dans une très très moindre mesure les quelques démocraties occidentales européennes qui tentent d'agir dans la région. L'Iran manque de moyens, l'Iran est capable à l'échelon local, régional d'agir. Je ne pense pas que les Iraniens aujourd'hui puissent représenter une menace directe pour un pays comme la France, même dans la sphère de l'influence et dans la sphère numérique. Une menace, oui, mais pas une menace importante. La Chine, alors là on parle d'une puissance qui est totalement différente, d'une superpuissance même. La Chine techniquement est même en partie en avance sur nous. Pourquoi? Du fait du nombre et de sa masse. Je pense qu'en revanche, en termes de doctrine d'influence, les Chinois aujourd'hui tâtonnent encore un petit peu, ne sont pas véritablement capables, sont capables de déstabiliser d'une certaine manière certaines sociétés, ils sont incapables de proposer une solution alternative. Ce qui les place en position de faiblesse, de relative faiblesse, même par rapport aux États-Unis, aussi déclinant soit-il, qui maîtrisent encore l'art de ce que les anglo-saxons appellent le political warfare, et qui consiste, pour reprendre les termes que j'employais tout à l'heure, à utiliser l'ingénierie cognitive, l'ingénierie sociale pour modeler des sociétés et proposer un modèle alternatif. Je pense que la Chine, aujourd'hui, est capable de perturber, elle n'est pas capable de construire et de proposer d'alternatives parmi les grandes puissances.
En revanche, dans ce qu'on a fait coutume d'appeler le tiers-monde, ou dans les pays en voie de développement, la Chine, là, a un terreau extrêmement favorable, puisqu'elle montre le résultat d'une croissance économique réussie, quasiment sans équivalent, d'un régime autoritaire qui permet aux élites en place de conserver le pouvoir et leur statut. Et effectivement, c'est dans ces pays du tiers-monde, donc dans ces zones de contestation hors grands centres économiques et politiques mondiaux, que la Chine est capable non seulement de contrebalancer l'influence de la démocratie, mais également sans doute de prendre l'ascendant. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à Raphaël d'avoir été connecté à distance. Merci infiniment, Antoine et Mélissa. Merci beaucoup.